to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Merci en tout cas d'être resté pour. Je vois des visages amis, je les salue. Première question, Marguerite. Enfin, qu'est-ce que ça vous fait quoi, pardon, de redécouvrir ou découvrir, je sais pas, dans cette salle. Pas découvrir, mais en salle, oui. Enfin, c'est pour ça que je dis découvrir. Oui. Peut-être qu'il y a des choses qui. Eh ben, il y a encore. Pourtant, je l'ai vu beaucoup, hein, quand même. Et il y a encore des choses dans les petits coins de l'écran qu'on remarque. La petite maquette de la Tour Eiffel dans la chambre de Catherine Deneuve où elle fait de la couture, je l'avais pas vue. Bon, c'est des petites choses comme ça qu'on remarque. Bon, globalement, je l'ai pas découvert, mais quel plaisir de le voir sur grand écran et d'admirer ce noir et blanc si. Je crois que Rapneau l'appelle éclatant. Moi, je trouve qu'il est lumineux, en fait. Voilà. Donc, c'était une des questions que j'aurais aimé poser d'ailleurs à Jean-Paul Rapneau. Si le choix de son noir et blanc était financier ou esthétique, je crois qu'il était au départ financier et que finalement, l'artistique. Enfin, ça a fait beaucoup de bien à l'artistique, ce choix financier, finalement. Non, mais ça, on va en parler. Alors, je rappelle quand même. Marguerite de Biesse, vous êtes critique de cinéma pour les fiches du cinéma. Oui. J'en ai un petit peu parlé en amont de la projection. Avant qu'on commence à parler du film, oui, en chef, et qui est là, Nicolas Marcadet, qui est juste là, qui nous a fait la surprise et l'amitié d'être là. Merci en tout cas à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, est-ce que tu peux nous présenter un peu qui est Jean-Paul Rapneau? C'est qui Jean-Paul Rapneau? Et puis globalement dans le cinéma français, ça dit quoi exactement? Alors, Jean-Paul Rapneau, pour autant que je le sache, hein, je ne le connais hélas pas personnellement, j'aurais bien aimé. Bon, d'abord, maintenant, c'est un monsieur qui n'est plus tout jeune, je crois qu'il a 91 ans cette année. Alors, c'est un provincial, il y tient beaucoup. Il est d'Auxerre, c'est un bourguignon. Il a toujours, ça c'était une des questions que j'aurais bien aimé lui poser, comment est-ce qu'on est réalisateur? Comment est-ce qu'on est metteur en scène? Est-ce qu'on est un acteur frustré, empêché, ou se rendant compte qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on se rabat? Ou est-ce que vraiment, tout petit déjà, on veut faire du cinéma, créer ce côté démiurge qu'ont tous les metteurs en scène, en fait? Voilà, bon, je n'aurai pas la réponse, mais je crois que lui, chez lui, si j'ai bien compris, j'ai lu quand même pas mal de choses, ou je l'ai écouté en interview, c'est quelque chose de très ancien. Alors, pour faire plaisir à son père, il est monté à Paris faire du droit, mais bon, ça... Et puis, il a fait son service militaire. Et comme on le sait, à l'époque, et son compagnon de chambrée, c'était Alain Cavalier. Voilà, bon. À cette époque-là, en fait... Voilà, Cavalier, on se dit, mais c'est pas du tout le même cinéma, quoi. Ben, si, c'était potes, en fait. Et puis, le droit, il a un peu laissé tomber. Il a été assistant réalisateur de... Mince, son nom échappe. Tu vas t'en rappeler, toi. Pour lequel il a fait un repérage, en fait. C'est pour un peu expliquer la genèse. Ah oui, c'est Louis Malle. Louis Malle, pardon, voilà. Et en faisant un repérage avec l'équipe de Louis Malle, il fallait trouver un lieu. Ils sont allés à l'île aux Moines et Jean-Paul Rapneau est tombé totalement amoureux d'une maison qui lui. Enfin, voilà. En fait, c'est le tout début de La Vie de Château, c'est cette maison dans laquelle il savait pas quoi mettre. Mais voilà, la maison l'avait envoûté en quelque sorte. Mais voilà, il s'est dit je vais me lancer. Alors bon, hein, il a fait d'autres choses, hein, il a participé aussi à des scénarios. Enfin bon, mais il n'était pas bien vieux hein, quand il a tourné La Vie de Château. Il avait 34 ans, quelque chose comme ça. Donc et Catherine Deneuve en avait 23. Elle a l'âge de son personnage, quoi, en quelque sorte, et elle avait déjà beaucoup tourné. C'était une époque, voilà, c'est pas comme maintenant, quoi. Mais est-ce qu'à la base, quand il découvre cette maison et qu'il commence à imaginer une histoire, est-ce qu'il y a pardon d'être assez brutal, mais est-ce qu'il voit déjà les soldats nazis dans cette histoire? Mais je crois qu'il voit rien. Au départ, il y a une maison et je ne sais plus lequel de ses commensaux amis lui dit mais tu vas mettre quoi dans cette maison? Ben je sais pas.
Et en fait, c'est quand même étonnant parce que quand on voit un peu la jeunesse de ce film et la façon dont il a tâtonné, dont ils ont tous un peu tâtonné, dont les choses se sont rajoutées en couches, et quand on voit le résultat, on a l'impression que c'est un film parfait, ça ne veut rien dire, mais c'est un film extrêmement abouti pour un premier film. C'est pas si courant quand même. Mais parce qu'il y avait des énergies qui circulaient entre les gens à cette époque. Rapneau a commencé à se dire tiens, je vais mettre un couple là où ils sont à la campagne, alors quelque chose de champêtre. Et puis et puis voilà comment les Allemands sont arrivés. Alors est-ce que c'est Sauté est intervenu beaucoup sur le scénario aussi. Et puis après, un peu après, il y a eu le délicieux Daniel Boulanger. Daniel Boulanger était un écrivain, un dialoguiste absolument délicieux, un personnage délicieux, un homme délicieux, je pense, et qui a beaucoup œuvré pour le cinéma de cette époque et pour les comédies de cette époque. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui tue, parce que tu dis qu'il est délicieux, mais je crois que c'est lui qui tue Michel Poicard dans Un bout de souffle à la fin. Je crois que c'est lui. Mais c'est bien que tu parles de Daniel Boulanger, parce que si tu parles de Daniel Boulanger, il faut parler de quelqu'un d'autre. Qui est cinéaste et avec qui ils ont beaucoup travaillé. Il faut parler de Philippe de Broca. C'est ça, exactement. Et effectivement, on peut faire... moi, quand je fais une petite incise. Il paraît que j'en fais souvent. Mais bon, quand je suis rentrée dans ma belle famille, ça fait 47, 48 ans, il y avait 3 films cultes. Il y avait Les Enfants du Paradis, La Vie de Château et Le Diable par la queue. Et Le Diable par la queue, qui est donc de Philippe de Broca. Et qui a été tourné quelques années après, puisqu'il a été tourné en 68. Je crois qu'il est sorti en 69, mais il a été tourné en 68. Et Philippe de Broca et Jean-Paul Rapneau se connaissent. Enfin, Philippe de Broca est mort depuis 20 ans. Il a une filmographie beaucoup plus étoffée que celle de Jean-Paul Rapneau, qui, perfectionniste comme il est, n'a produit, entre guillemets, que 8 longs métrages. Et il y a vraiment des échos entre eux. Et donc, quand je suis rentrée dans la belle famille, ces 2 films que je n'avais pas vus au cinéma et que j'ai vus à l'époque sur les cassettes, puis à la télévision, finalement, j'avais tendance non pas à les confondre, faut pas exagérer parce que les époques sont différentes, mais vraiment à me dire c'est la même ambiance, c'est un peu les mêmes propos, donc il y a vraiment des échos entre ces 2 films. Et si vous n'avez pas vu Le Diable par la queue, je vous le recommande chaudement. Parce que c'est un film délicieux. Voilà, moi c'est un adjectif que j'appliquerai volontiers à ces 2, entre autres adjectifs louangeux, mais délicieux, oui. Voilà, entre ces deux réalisateurs qui se connaissaient, qui ont travaillé ensemble, puisque Rapneau a été l'année d'avant La Vie de Château, il a été sur L'Homme de Rio. Donc voilà, il y a des tas d'accointances, de liens entre eux. Tiens, restons sur L'Homme de Rio, si je peux me permettre. Dans L'Homme de Rio, il y a Belmondo, et puis surtout, il y a Françoise d'Orléac, et qui était la sœur jumelle. La sœur jumelle, non? Je ne crois pas qu'elles étaient jumelles, non. Non, mais en tout cas, elles étaient pratiquement... Elles sont jumelles dans Les Demoiselles de Rochefort, ça c'est sûr. C'est peut-être pour ça, donc là, j'étais dans la fiction. Il s'avère que pour des raisons, voilà, c'est comme ça. Moi, c'est une comédienne je suis très très sensible. Alors, je suis pas du tout contemporain de cette période, mais aujourd'hui, si on me pose la question, quelle est ton actrice préférée, j'ai toujours tendance à dire Françoise d'Orléac, que je trouve extraordinaire. Et avec le recul, pour préparer ce dialogue, je me suis aperçu que, alors oui, ce film a été choisi pour les raisons que j'ai évoquées en amont, mais je crois que, et je ne le savais pas avant, je l'ai su vraiment en préparant. Il y avait, parce que je voyais surtout dans le jeu de Catherine Deneuve ce que j'avais découvert avec Françoise d'Orléac, et j'ai appris ensuite qu'à la base c'était d'Orléac qui devait jouer ce rôle et qui a refusé parce qu'un planning surchargé, si je me trompe pas, et donc c'est Catherine Deneuve qui l'a remplacé. Mais oui, c'est ça et donc moi quand je revois ce film, je suis toujours extrêmement frappé par le jeu de Catherine Deneuve à ce moment-là en 66, par cette manière qu'elle a de clamer les choses assez rapidement, et ça renvoie bien évidemment. Elle parle au galop, oui. Oui, mais c'est ça, mais on dirait Catherine Hepburn dans La Posse Monsieur Bébé. Complètement. Voilà, il y a de cela. Donc
en fait, il y a deux questions par rapport au jeu. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Et puis surtout, tu disais Rapneau, il a fait 8 films. Ouais. 8 films dont certains même aiment à dire que 8 longs métrages de fiction dont certains voilà aiment à dire que ce sont quand même 8 films importants dont certains même sont des chefs-d'œuvre. On pense notamment à Cyrano de Bergerac. Comment on peut, c'est là où je veux en venir, c'est que comment on peut présenter Rapneau dans la comédie française? Comment on peut le situer? Donc déjà ça, et puis ensuite par rapport au jeu. Alors d'abord, quand il a commencé à faire des films, il est contemporain de la Nouvelle Vague. Hein. Il aurait pu effectivement, après tout, se caler. Je pense qu'ils avaient aussi ils les connaissaient, les réalisateurs de la Nouvelle Vague. Mais il s'était dit, parce qu'il est profondément comme ça, c'est à la fois quelqu'un je pense, hein, je le connais pas, mais ce qu'il en ressort d'après ce que j'ai lu ou que j'ai entendu, c'est quelqu'un à la fois de simple, vraiment profondément simple, qui n'est pas dans la naïveté, mais dans une espèce de pureté, ça serait un peu stupide, mais quelque chose d'enfantin. C'est un joueur, enfin il est ludique, il aime ça, c'est aussi son côté enfantin, son côté simple et son côté extrêmement méticuleux, et il dit lui-même que c'est un provincial et c'est quelque chose à quoi il tient énormément. Donc il s'est dit, au fond, tous mes copains ils tournent au quartier latin, moi je vais pas faire pareil, je vais tourner en province, je tournerai en province. Ça a été quelque chose qu'il a posé comme presque un postulat, enfin et il a ce côté artisanal, c'est la belle ouvrage, Rapneau. Alors, il y a des gens qui peuvent ne pas y être sensibles, mais quand on voit La vie de château, la précision de ballet, de chorégraphie, c'est quelqu'un qui a une oreille folle. En plus, je pense que c'est un mélomane. Je pense qu'il dirige ses films comme on dirigerait un orchestre, avec une précision métronomique quelque part. Et ça donne. Et puis il aime le rythme. Alors là, il le dit. Voilà, le rythme plutôt rapide, hein, parce qu'après tout, il y a des rythmes lents. C'est pas trop son truc. Lui, c'est plutôt la cavalcade. Et voilà, rapide, tellement rapide qu'il s'imprime à peine à l'image. Le brave Henri Gasse. Juste avant qu'on revienne sur cette petite photo. Mais je me suis éclaté à le prendre comme ça au vif, parce qu'on a l'impression que c'est un fantôme, Catherine Deneuve. Exactement. Ouais. Alors il y avait le jeu de Catherine Deneuve, mais je voudrais aussi rajouter une autre question un petit peu provocatrice peut-être, parce qu'on est quand même en 2024. Et je voudrais, même si dans la salle j'ai entendu beaucoup de rires, et ça m'a rassuré, j'avais l'impression d'être cinéaste à ce moment-là, en se disant mais comment ils vont. Mais moi j'aimerais bien vous poser une question par rapport au personnage de Catherine Deneuve. Est-ce que selon vous, ce personnage-là, aujourd'hui, quand on le regarde en 2024, est-ce qu'il peut poser problème dans sa manière peut-être d'être un peu trop dépendante? Et je pose cette question parce que peut-être il y en a qui se posent la question aussi dans la salle. Je sais pas, mais D'abord, le film se situe en juin 44. Ouais. Voilà, elle est pas si dépendante que ça, puisque elle parvient à ses fins quand même. Alors oui, elle est dépendante. Enfin, on ne sait pas très bien de quoi chacun vit. On peut imaginer que Philippe Noiret, et ça c'est aussi la grande force de Rapneau, quand il écrit un scénario, il s'embarrasse pas de scories, de choses superfétatoires, mais par des petites notations, on comprend tout de suite. On comprend que la famille de Philippe Noiret et de Marie Marquet, Marie Marquet, bon, chef-d'œuvre à elle toute seule. On comprend qu'ils ce sont sans doute des aristocrates, effectivement, enfin ce qu'on appelait des nobliaux de province, et que leur château est complètement délabré quand même. Donc on se dit que au départ il a épousé au fond la fille de l'ancien métayer qui a l'air beaucoup plus prospère. Et non, en fait on se rend compte que c'est vraiment de l'amour. Donc en fait elle l'aime aussi, elle l'aurait pas épousé. Elle avait pas tant d'intérêt que ça à l'épouser. Il est totalement ruiné visiblement, donc elle a quand même pas, elle n'a pas obéi à une injonction paternelle ou autre. Enfin, donc elle est pas si dépendante. Elle sait ce qu'elle veut. Elle met les choses en œuvre pour l'obtenir. Et on est en 44, donc je trouve pas que le personnage écrit comme il est pour
pour le récit, pour la narration, me paraît pas éteint, dépendant, soumis. Non. Je pose la question comme ça, histoire de, comme c'est toujours intéressant aussi, lorsqu'un film a été fait à une telle époque, de voir un peu ce qu'il en est aujourd'hui, mais c'est important. Cette image-là, donc, c'est la marque de fabrique de Rapno, la vitesse. La vitesse. Le tourbillon, on est, je me le suis dit là parce qu'en fait j'ai entendu des interviews de Rapno où il dit que ce qui l'a influencé énormément, c'est la comédie américaine, le Witch, la screwball comédie. Mais là, on est à la limite du slapstick à certains moments. On est dans dans un truc corporel avec des coups sur la tête, un côté guignol. Enfin, je crois qu'il y a une autre photo après il y a un côté guignol, le gourdin, boum. Enfin, on est à plusieurs reprises dans ce registre-là. Et ça, Rapno, il tient plus que tout. Et quand on le voit en interview, c'est absolument spectaculaire. Il bouge tout le temps. Quand on le voit diriger un film, quand on voit Daniel Combo, il n'arrête pas de bouger. Il bouge quasiment aussi vite que ses personnages. Il dit les dialogues en même temps. Enfin, il a le rythme dans la peau, en fait, et un rythme rapide. Donc, il a le swing, quoi. Mais ce qui est assez incroyable, c'est que quand on regarde toute sa filmographie, ça ne change pas d'un iota. C'est toujours la même chose. Moi, j'ai revu Et même dans Cyrano, hein. Même dans Cyrano, mais par exemple, j'ai revu le Hussard sur le toit récemment, et les 15 premières minutes, le personnage donc principal, le Hussard, c'est Angelo, pardon. Angelo, il est tout le temps en mouvement. Tout le temps. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que dans ce film-là, dans La vie de château, il y a des moments où on a l'impression que ça va s'apaiser, ça va se calmer. Un peu, ouais. Et j'ai cette sensation que Rapno nous dit à nous, spectateurs, je vous donne 5 secondes. Mais soufflez. Ensuite, on repart. Je vous donne 5 secondes pour souffler, pour respirer, quoi. Parce que, comme il faut qu'il fasse avec ses personnages, parce qu'il les fait les acteurs, il les fait quand même pas mal cavaler, hein. Et, alors, il y a la scène d'ouverture que je trouve, quelle trouvaille. Cette porte qui s'ouvre sur le fruitier dans le noir, cette histoire de pomme. Tout de suite, le personnage est posé. Il est tout de suite posé. Je trouve que cette scène d'ouverture est absolument formidable. Elle a un tempo normal, si j'ose dire, mais il y a une tension tout de suite. Quand il s'abaisse pour voir qu'on lui a volé ses pommes, tout de suite il y a une tension. Ah oui. Alors, pourquoi cette il y a Pierre Brasseur déjà que je trouve extraordinaire, mais on va parler de burlesque là pour le coup de scènes d'action, mais très drôle, extrêmement drôle, et ça va parfois même très 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 loin aussi surtout quand il insère dans le cadre, comment dire, on peut dire ça, quand il se moque un petit peu de cette situation-là, à savoir que c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est l'occupation nazie, et qu'est-ce qu'il en fait de tout ça. Et je trouve que c'est un film vraiment très drôle, et qui garde cette drôlerie, je l'ai remarqué pendant la projection, et c'est étonnant, ça étonne énormément ce genre de film en 66 sur cette période-là. Il y a eu je crois que La Grande Vadrouille, c'est après. C'est très rare. On est que 20 ans après la guerre, hein, en fait. C'est pas si vieux compte tenu de ce qu'a été le traumatisme, la déflagration de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas si vieux, quoi. On est une petite génération, quoi. Et ça a été un des premiers films. Alors je crois qu'il y a une comédie qui prenait aussi cette période-là, qui s'emparait aussi un peu de cette période-là. Ça s'appelait Le Père Tranquille, qui a précédé, mais enfin qui a pas du tout eu le succès de La vie de château. Finalement, La vie de château a ouvert une ère de comment s'emparer de cette période, pas seulement sur le plan dramatique, mais aussi dans la comédie. Et après, il y a eu d'autres films. Enfin, tu avais eu quelques années auparavant, je sais pas si je me trompe, Babette s'en va en guerre avec Brigitte Bardot. Je crois que ça se situe pendant la Seconde Guerre mondiale, si je me trompe. C'est avant. Je crois que c'est avant. Oui, je crois que c'est avant. C'est possible. J'avoue que j'ai pas révisé. Non, mais je veux dire, il y a pas. Mais c'est ça qui est assez intéressant. Moi, j'ai toujours été extrêmement étonné. Alors, il y a la vitesse, il y a le rythme,
mais il a comme ça une capacité Rapneau chaque plan chaque séquence drôle contredit l'autre, c'est-à-dire que il va toujours plus loin, il va toujours plus loin dans sa manière de construire ce rythme, en se basant sur des choses qui peuvent être peut-être déroutantes finalement. Quand je vois ce plan où il y a Henri Garcin, donc le Bobby, le commandant. D'ailleurs, je crois que l'équipe du Splendide a beaucoup regardé La Vie de Château pour construire le rôle dans Papy fait de la résistance du commandant joué par Roland Giraud. Et donc, on le voit lui, il sont en train de s'amuser avec Catherine Deneuve. Et je vois ce moment-là, et je suis comme Philippe Noiret, j'en tombe ma bicyclette. Je dis, c'est incroyable d'aller jusque là. En 66 aussi. Et parce qu'en fait, dans La Grande Vadrouille, j'ai l'impression qu'il ne joue les auteurs, Daniel Thompson et Gérard Horry, ne jouent pas avec les nazis. Eux, dans ce film, ils jouent avec ça. Ah oui, oui, vous avez raison, ils jouent avec ça. Mais parce que Rapneau, il peut être moqueur, mais il ne méprise jamais aucun de ses personnages. Jamais. Même Siegfried Ziggy, il peut être un peu ridicule, mais il le méprise pas, et aucun de ses personnages il les méprise. Et ça, c'est un des charmes et une des forces de son cinéma aussi. Même les personnages les moins sympathiques, enfin, dans Bon Voyage, le personnage joué par Depardieu, il est profondément antipathique, et pourtant il reste accessible au spectateur, et à la fin, il reste humain. Enfin, c'est un adjectif un peu stupide, enfin. Et d'ailleurs, dans ce film qui parle mais je aussi, pense que Rapneau aime les acteurs autant qu'il aime ses personnages et vice versa. Enfin, oui, et donc là, Paul Le Person ces scènes sont très très drôles. Franchement, elles sont cette trouvaille toute bête de faire plonger tous les ouvriers agricoles au même moment dans leur ça a l'air bête, mais ça fonctionne. On rigole. C'est un grand talent. Oui. Alors pourquoi je montre ça? Parce que le film aussi, s'il y a rythme, c'est aussi parce qu'il y a un triangle amoureux. À chaque fois, il y a un triangle. C'est-à-dire soit donc là pour le coup, on a Noiret, Garcin et Catherine Deneuve, mais parfois ça peut être le résistant Catherine Deneuve et le commandant. C'est l'échelle qui fait le triangle. Exactement, ça je l'ai pas fait exprès. Ah bah pourtant c'est frappant. C'est inconscient. Et il peut y avoir aussi le triangle avec le père. Enfin, et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un triangle différent, le film se sert de ce rythme-là, et qui fait qu'en fait c'est pour ça que ce film va très vite et qu'on perd pas de temps, et que parce que il y a comédie parce qu'il y a plusieurs rythmes et qui sont pour le coup un peu caractérisé par ces différents triangles-là. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il y a les triangles amoureux, les triangles. Il y en a plusieurs, triangles amoureux, mais il y a aussi des duos. Et je pense que c'est la synergie entre justement les triangles et les duos, parce que les duos, il y a Marie Marquet, Pierre Brasseur, duo magistral quand même. La fin, formidable. Il y a tout simplement le duo Marie-Jérôme. Il y a le duo Ziggy-Bobby, qui est quand même archi-drôlatique. Et puis il y a des petits duos qui se rajoutent à chaque fois. Il y a aussi le duo Jérôme-Pierre Brasseur. Enfin, et tous ces petits moments, ces petits... C'est comme des mini-matchs, en fait, qui s'enchaînent sur différents cours... et ça donne une énergie, effectivement, ça impose un rythme rapide, parce que il faut que ces intentions de Rapneau et de ses co-scénaristes passent, et pour qu'elles passent, il faut que ça aille vite, il faut pas qu'il y ait de gras du tout, et il y en a pas. Donc c'est des petits rouages il n'y a pas une minute de perdu. Si vous avez des questions à poser, on peut commencer, et puis ensuite on verra si je vous pose d'autres questions. Est-ce que oui? Moi, je voulais vous demander, vous avez entendu parler de Guignol, on voit que c'est de la comédie. Vous avez dit que tout a été pensé à partir du château finalement. Donc un lieu, une histoire d'amour, le montage qui est très court. Et vous avez parlé de Guignol. Est-ce que finalement, en sachant en plus qu'il a réalisé Cyrano,
est-ce que quand il met en scène ce film, en fait, il met pas en scène une pièce de théâtre un petit peu, finalement? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Enfin, il y a quelque chose de très théâtral dans sa mise en scène. Et c'est vrai que le mot metteur en scène aurait pu être inventé pour lui, quoi. En fait, c'est un réalisateur, certes, mais avant même d'être réalisateur, il est metteur en scène au sens, enfin, stricto sensu, vraiment au sens propre. C'est ce qui fait un peu la singularité de ce film. Finalement, on a l'impression de voir un film, mais en fait, c'est une pièce de théâtre presque. Il y a des moments, c'est très théâtral. Et la présence de Brasseur et Marie Marquet renforce terriblement ça, parce qu'ils jouent. En même temps, ça fait hyper naturel, mais parce qu'ils sont les personnages eux-mêmes sont des comédiens de leur propre vie. Ils sont écrits comme ça dans le scénario. Ils sont écrits comme étant des comédiens de leur propre vie, que ça soit Brasseur ou Marie Marquet, enfin, Dimanche ou La Baronne. Et ça donne un côté très théâtral. Et en fait, Jean-Paul Radnau dit de lui-même qu'il a été très influencé par les comédies loupo-romantiques américaines, mais il est influencé, peut-être sans même s'en rendre compte, par le vaudeville, tout simplement. C'est ce qui expliquerait le rythme, parce que normalement, une pièce de théâtre, ça se déroule en 24 heures, donc il va aller très vite pour essayer de se rapprocher le plus près possible d'une mise en scène théâtrale, finalement. Oui, enfin, effectivement, le théâtre, l'unité de lieu, l'unité de temps, effectivement. Pendant le film, j'ai pensé en fait à une vidéo que j'avais regardée je crois que c'est le programme Blow Up d'Arte, qui parlait du traitement de l'occupation dans le cinéma français à plusieurs époques et comment ce traitement a pu changer. Et là, au regard des représentations, du coup, de Maquisard, des Allemands, mais surtout du personnage du mari, je trouve qu'il est assez intéressant. Donc le français il n'est pas parti au front, lâche ou supposé lâche au début de la guerre et puis à la fin finalement plus résistant que le résistant. Est-ce que ces représentations-là, elles collent avec les représentations dans le cinéma français de l'époque, ou est-ce que c'est un peu exceptionnel, ou même ça marque un tournant, selon vous? Enfin, j'étais pas assez vieille à cette époque-là, puisque justement je ne l'ai hélas pas vu sur Grand Écran à sa sortie, mais globalement je suis quand même pas mal allée au cinéma depuis. Je pense que ça marquait quand même un peu un tournant, cette vision de l'anti-héros qui devient héros, mais parce que Rapneau et ses co-scénaristes sont précis et intelligents, ils parsèment le film de notation, parce que effectivement on se dit quand même, ce Jérôme il est mou du genou, oui il y en a eu des comme ça pendant la guerre certainement, mais en fait on est vraiment dans une création artistique, on est dans un scénario, on est dans une fiction, et le personnage il évolue au fil du récit, et il devient un héros quand finalement sa femme le quitte. Enfin, en tous les cas, il pense que sa femme le quitte. Tout d'un coup, ça déverrouille chez lui quelque chose, où il se sent libre d'agir comme il est au fond de lui-même, c'est-à-dire un héros. Alors, est-ce que dans le cinéma de cette époque, il y avait beaucoup de personnages représentés? D'abord, il y avait pas beaucoup, je vous dis, on n'est que 20 ans après la guerre, et il n'y avait pas tant de films que ça sur cette période, qui soient graves, sérieux, tragiques ou encore moins comiques. Donc il y en avait peu, il y avait peu de référents finalement, donc me semble-t-il. Après, si quelqu'un a d'autres... Bonjour. Bonjour. Moi, ma question va poser sur le générique. Parce que oui. moi, ça m'a marqué. Alors, je sais que Rapneau dit lui-même qu'il a été saisi lorsqu'il a vu Deneuve pour les essais avec ses scansions qu'elle a, qu'il disait qu'elle parlait très très rapidement et que justement ça s'inscrivait beaucoup dans son. Mais j'ai vu plusieurs fois ce film et là j'avais oublié et j'ai été frappé par ce générique où Deneuve est totalement magnifié. Et on a quelques photos de revolvers de gros plans sur un pistolet. De face, d'ailleurs. Oui, aussi. Par le canon. Voilà. Est-ce qu'il est tombé amoureux? Enfin, c'est un peu. Je pense qu'il a dû être fasciné par. Enfin, pourquoi est-ce que vous savez pourquoi il a fait ce choix? Je le sais parce que j'ai un peu travaillé aujourd'hui et que je suis tombée sur une interview, une longue interview de Jean-Paul Rapneau qui est couplée avec une édition de La Vie de Château. C'est publié par TF1 Vidéo. C'était publié par TF1 Vidéo. Je sais pas si on peut encore le trouver. Et c'est absolument passionnant.
Et il explique lui-même, en fait, ce générique, il n'y avait pas vraiment pensé avant, ce générique qui n'a rien à voir avec le film. On a l'impression d'un générique d'un polar noir américain des années 40. Enfin, ça ne dit rien du film. Enfin, en fait, il a confié, toujours par accointance, parce que Rapneau et les gars de cette époque, enfin les gens qui travaillaient dans le cinéma à cette époque, qui étaient jeunes, ils fonctionnaient comme ça, ils connaissaient un copain de copain. Alors là, on lui indique quelqu'un. Le mec était en fait spécialisé dans les films érotiques. D'où ce côté assez glamour quand même du générique. Et en fait, d'ailleurs, le gars a dit à Rapneau, mais c'est dommage que vous ayez pas mis Catherine Deneuve un peu nue dans votre film quand même. Donc, bon, alors à défaut d'avoir le corps de Catherine Deneuve, il s'est contenté de la ravissante, comment ne pas tomber amoureux de Catherine Deneuve, de la très jolie tête de Catherine Deneuve, et il en a fait un paysage érotique en quelque sorte, avec ce côté, ce revolver pris de face, enfin, ça n'a rien à voir avec le film, quoi. Je veux dire, on se dit, on va voir un polar noir, là, un truc bien, et pas du tout. Voilà l'explication. Après, moi, j'aime bien me dire aussi que c'est peut-être les photographies de Bobby, parce que lui-même prend des photos. Ah oui, puis il prend des photos, oui, on peut se dire ça, c'est très bien. Ça, si mais je donnais une explication, enfin, l'explication que Rapneau lui-même donne, donc. Alors, celle-là. Ah alors, oui. Je retire ça. Pardon. La chapelle. Pardon. En aussi mauvais état que le reste, comme vous pouvez remarquer. Oui, mais c'est ça qui est aussi passionnant. C'est pas anodin chez Rapneau, ne serait-ce que la fin, enfin l'avant-dernière séquence où ah oui, elle est géniale. Qu'est-ce qu'on peut se dire sur cette manière qu'il a Brasseur. Rapneau. Comment dire, il y a des décors qui sont bien spécifiques. C'est, comme on dit très souvent, c'est devenu même banalisé de dire le décor est un personnage du film, certes. Mais à chaque fois, il y a un rapport aussi avec l'art. Il a une manière comme ça de mettre comme ça en parallèle ce rapport à l'art, qui est aussi le rapport à la grande histoire aussi peut-être. Et ça va vite. C'est un film qui va très vite. Ça parle vite. C'est très drôle. Mais si on prend le temps de bien regarder la valeur des plans, comment il cadre, ce qu'il met aussi à l'intérieur, on a cette sensation qu'il y a toujours en toile de fond, en arrière-plan, une manière d'inscrire ces personnages dans la grande histoire aussi. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et on le verra ensuite dans d'autres films, comme Lussard, Cyrano, et d'autres films. Et Les Mariés de l'an 2, par exemple. Et donc, Bon Voyage. Et Bon Voyage. Et surtout Bon Voyage. Parce que Bon Voyage, c'est à peu près... non, c'est pas la même période. C'est peut-être 3 ans avant, quand la France va commencer, enfin, quand l'administration française. On est au moment où le gouvernement se réfugie à Bordeaux. Et alors que là, c'est plus lumineux. Alors que dans Bon Voyage, c'est beaucoup plus sombre. Et comment il, est-ce que la grande histoire, c'est très important pour lui dans ses films? Est-ce que c'est ça qui lui permet finalement d'avoir une base solide ensuite pour raconter son histoire? Eh ben, en fait, je ne sais pas. C'est possible. Oui, pourquoi pas. J'ai pas. Moi, j'avais pas vraiment réfléchi à ça, mais c'est très bien que tu aies réfléchi à ça. Moi, quand je vois ça, je me dis que Rapneau, et question que je ne pourrais pas lui poser, que Rapneau a une histoire lui-même personnelle avec une maison de famille. Une maison de famille qui s'est délabrée, qui a peut-être été vendue. Il y a dans beaucoup de ses films, et dans le tout dernier, qui est peut-être pas le plus emballant, mais Belle Famille, où il y a aussi une maison à l'abandon, en train de... Voilà, j'aurais bien aimé lui poser cette question. Il en parle jamais dans ses interviews. Et dans ce plan-là, là où Catherine Deneuve, un peu coquine quand même, parce qu'elle y va à la chapelle. Et là, elle rentre dans la chapelle. Pour elle, c'est le quotidien. La chapelle est au même titre que le château, complètement délabré. Donc, mais il y a toujours il y a des tableaux. Il y a effectivement. On peut raccrocher ça à l'envie d'inscrire ces personnages dans une continuité, dans une transmission qui se fait plus ou moins bien, dans une tradition, effectivement, et par des petites notations comme ça, l'hôtel, enfin on voit pas l'hôtel, on est avant l'hôtel, mais les tableaux, mais justement une tradition peut-être en train d'un peu péricliter, enfin en tous les cas difficile à défendre et à apporter. Donc mais il peut parfois s'en amuser, ne serait-ce qu'avec l'avant-dernière séquence. Ah bah oui.
D'ailleurs, ça m'a fait penser à... Il me semble que dans Le Roi de cœur de Dobroka, il y a un plan comme ça, de trucs complètement détruits avec... c'est des fous, entre guillemets, qui s'échappent d'un asile. Hein. Tiens, mais je crois qu'il y a même Pierre Brasson dans le film, si j'ai une bonne mémoire. Oui, il me dans semble. Roi de cœur. Ouais. Donc, il y a quelque chose aussi... On retombe sur la connivence entre Philippe de Broca et Jean-Paul Rapneau. Et alors oui, je voulais parler du titre parce que La vie de château, beaucoup de gens pensent que c'est la vie de château, l'aisance et tout. Et en fait, j'ai pensé, parce que moi je suis un petit peu fille de militaire. Bon. Il y a un truc dans les armées, les bizutages, où en torturant entre guillemets les jeunes recrues, on leur dit il faut que tu dises c'est la vie de château pourvu que ça dure. Et je me suis dit que ce titre, La vie de château, ça venait peut-être de là. Qu'en fait, c'est pas du tout la vie de château. Le château est en train de s'écrouler totalement, quand même. Marie Marquet essaye de tenir bon cette barque qui prend l'eau de toutes parts, enfin cette nef qui prend l'eau de toutes parts. Elle parle de la maison, d'ailleurs, elle pourrait presque parler de la baraque. Hein. Les aristos disent pas mon château. Elle le dit à un moment, mais bon. Et en fait, il y a ce côté, on essaye de tenir bon, alors qu'ils sont sans doute endettés jusqu'au cou, que l'appartement, c'est ça les petites notations de Rapneau, et c'est en ça, et dans tous ses films, c'est comme ça. Il glisse des précisions, il n'a pas besoin de faire 10 plans pour vous expliquer que Philippe Noiret est plus vieux que Catherine Deneuve, qu'il a sans doute vécu à Paris, qu'il y a un appartement rue Vaneau. Non, c'est juste, et l'appartement de la rue Vaneau, il est loué. Et pour moi, tout le cinéma de Rapneau est comme ça. Précis mais concis et tourbillonnant, quoi. C'est de la belle ouvrage. Bonjour. Plus qu'une question, ce serait deux mini commentaires que je me suis fait qui peuvent permettre potentiellement de disserter dessus. On parlait tout à l'heure de tout ce qui était tempo comique, du côté même un peu théâtre de Guignol qui pouvait s'affirmer devant nous. Et c'est assez marrant parce que moi c'est quelque chose. Alors, quand on l'évoque, oui, ça me semble évident, mais pendant le visionnage, c'est pas quelque chose qui m'a forcément frappé. Et j'ai l'impression surtout que c'est par la force d'écriture, le fait que ce n'est pas juste centré sur justement le côté gaguesque qui aurait pu s'en tirer, qui aurait peut-être enfoncé le film dans quelque chose d'un peu péjoratif. Et bon, au final, si ça peut débouler sur une question. Moi, je découvre le film aujourd'hui et La vie de château quand je pose des questions à mon entourage, même à mes parents, à des personnes qui ont pu connaître un peu plus ces périodes-là et qu'on leur dit quelles sont les grandes comédies françaises qu'il faudrait rattraper. C'est pas un film qui est souvent cité. Et moi, les films qu'on me cite, généralement, c'est pas des films avec lesquels j'ai une accroche particulière. Et les films en question, justement, on va plus s'approcher peut-être un peu de Dobroka, un peu d'Oury, un petit peu de tout ça. Et j'ai tendance à trouver que ça se perd dans quelque chose qui met le gag en avant, en oubliant un petit peu le reste. Et je me demande si justement, c'est en partie pour ça aussi qu'un film comme ça n'est pas tant considéré comme une comédie dans l'imaginaire collectif. Mais vous trouvez que attendez, j'ai pas tout suivi. Est-ce que vous trouvez que le gag là obère un peu le... Non, pas tant que ça. Je trouve qu'en fait, pas tant que ça finalement. Non, justement, au contraire, il y a un côté extrêmement hilarant, mais qui je trouve est renforcé par un sens de l'écriture et le fait que quand un gag apparaît à l'écran, il ne sert pas à rien. Il n'est pas juste là pour dire il y a un gag, il s'est passé, on a rigolé, on passe à autre chose. Il sert une situation, ne serait-ce que par exemple quand il articule souvent. Voilà, il articule articule quelque chose là où dans justement pas mal de cinéma français de l'époque, je trouve que justement il est juste là pour le gag pour le gag, d'accord. Voilà. Je croyais que vous disiez l'inverse. C'est non, pour ça que je pas voulais du vous tout, faire préciser. Oui. Non, là, si je devais citer par exemple, ne serait-ce que le passage où Philippe Noiret joue à saute-mouton officiellement. Ah, mais ça, mais à chaque fois, alors moi, je finis par le connaître quasiment par cœur, mais ça me fait exploser de rire. Ça sort de nulle part et pourtant, on voit le plan, on voit la fenêtre, on voit que ça sert parce que le champ est complet. Quelle trouvaille. Voilà. Donc c'est pour ça, donc c'est plus pour ça. Je me dis, j'ai l'impression que ce film, en fait, je dirais pas qu'il est méconnu parce que je me rends pas forcément compte et je me rends pas compte de l'aura qu'il a eu à une époque, mais le fait qu'il soit pas autant cité dans justement cet écueil des grandes comédies françaises m'étonne un petit peu. Alors je pense que il y a peut-être plusieurs. Il a eu beaucoup de succès à sa sortie. Hein. Le fait tout simplement qu'il est en noir et blanc. C'est quelque chose qui arrête beaucoup de gens. Oh, un film en noir et blanc, ça a l'air complètement caricatural ce que je dis, mais c'est vrai, ça reste vrai. Film en noir et blanc. Vous pensez que c'est ça? Ah, moi je pense que ça fait qu'il passe beaucoup moins souvent à la télévision que La Grande Vadrouille, qui doit passer à peu près tous les ans.
Alors que La Grande Vadrouille a été tournée, 4 ans après. C'est vraiment à quelques mois années, je crois, mais vraiment très, très vite après. Hein. Ouais. Donc, je pense que le fait que ça soit en noir et blanc est péjoratif pour lui, et c'est bien dommage, parce que le noir et blanc, d'abord, il est très beau. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que il est très contrasté. Les noirs sont profonds, mais il y en a pas trop en même temps. Il y a des nuits américaines superbes. Enfin, c'est vraiment sur le plan visuel, c'est très beau. Enfin, alors que ça ne se vend pas entre guillemets comme un film arty ou voilà. Mais ça reste beau tout du long, je trouve. Après, sans vouloir être, c'est vraiment pas, c'est pas de l'étisme de ma part, mais c'est possible aussi parce que les générations de les programmateurs et les générations évoluent. Peut-être aussi c'est un film qui s'est perdu un peu dans les sables en quelque sorte. Ça aussi, oui, on parle de mais je pense mais je pense que le fait d'un noir et blanc. D'ailleurs, Rapneau dit qu'il voulait le faire en couleur. C'était son intention parce que pour lui, juin 44, le mois de juin en Normandie au milieu des pommiers, c'était forcément en couleur. Et c'est vrai qu'en plus, il a eu un bol incroyable dans toutes les scènes tournées en Normandie, parce qu'elles ne le sont pas toutes. Le château n'est pas en Normandie. Je vais beaucoup vous décevoir, je suis désolée. C'est dommage, hein, mais il n'est pas en Normandie, il n'est pas dans le Cotentin. Et donc, il a eu beaucoup de chance, il a eu un temps de rêve, effectivement, et je comprends qu'il ait voulu au départ. Et en fait, le noir et blanc qui apporte pourtant beaucoup de choses à ce film, justement parce qu'il le resitue dans son contexte historique et que le noir et blanc appuie bien ce côté-là, bien qu'il soit le noir et blanc très lumineux. Je pense qu'il a quand même, oui, desservi le film. Les films en noir et blanc, on les passe moins souvent à la télévision. C'est tout bête, hein, mais et puis de fil en aiguille, on le passe moins souvent. Les gens l'oublient, en fait, finalement. Et ça, c'est bien dommage. Je vais vous dire où il est, le château. Il est dans les Yvelines. Il s'appelle le château de Neuville. Et il est maintenant dédié aux événements. Et je suis allée à un mariage de filles d'amis qui avaient choisi, entre autres choix, cet endroit parce que c'était le lieu de tournage de La Vie de Château et que ce sont des grands cinéphiles. Voilà, donc vous pouvez y aller, c'est à Gambé dans les Yvelines. Je pense qu'on va arrêter là, et puis c'est juste une petite chose maintenant. Enfin, Henri Garcin là-bas, ça devait être Belmondo qui devait jouer. Il a refusé parce que il voulait pas. En lisant le scénario, il s'est aperçu qu'il perdait la face à la fin du film, son personnage. Donc il a dit non, moi je veux pas jouer. Oui, c'est véridique, paraît, c'est oui. véridique. Hein, ouais. je l'ai pas inventé. Hein. C'est Rapneau qui je crois, le dit en fait. Voilà. Hein, donc il perd sur tous les tableaux parce que il perd sa place de bel officier de l'armée des ombres ou de l'armée secrète et sa place d'amoureux. Donc il perd doublement en fait. Voilà. Et Henri Garcin est merveilleux. Oui, j'étais quand j'avais des c'est très surprenant aussi de le voir dans cette. Mais ils sont tous formidables. Alors vous savez, si vous connaissez bien La Grande Vadrouille, vous avez peut-être remarqué que l'acteur qui joue Chimeluk, c'est celui qui tire, qui louche et qui tire mal dans La Grande Vadrouille. Voilà, pour l'anecdote. Merci. Bonjour. Bonjour. Je me demandais simplement s'il n'y avait pas un lien ou une influence de Renoir avec notamment une partie de campagne. Je pense à la scène de la balançoire qu'on voit à un moment donné. Et voilà, je ne sais pas si Rapneau cite cette influence ou pas du tout. En tous les cas, moi je ne l'ai jamais lu ou entendu le dire en interview, mais c'est vrai que ce noir et blanc, effectivement, très contrasté dans les feuilles, effectivement, je comprends que vous ayez pensé à la partie de campagne et cette scène de balançoire, les scènes d'escarpolette typiques de l'Archampêtre, en quelque sorte, qui est assez délicieux. C'est un des rares moments où on entend le rire de Catherine Deneuve, d'ailleurs. Mais je comprends que vous ayez pensé à une partie de campagne. Je n'ai jamais ni lu, ni entendu Rapneau le citer, mais je pense que il ne peut qu'avoir beaucoup vu les films de Renoir, je pense. Cinéphile comme il est. Donc, et puis je crois que tous les cinéastes de cette génération, Renoir, Renoir, c'était la base. C'est le patron, comme disait Rivette. Voilà.
On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci Samir. D'être venu. Merci d'avoir parlé des fiches qui ont bien besoin de vous tous et au-delà. Ça, c'est tout à fait normal. Merci beaucoup en tout cas Marguerite. Merci beaucoup à vous d'être resté. C'était un plaisir. That's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and